Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 17 octobre 2025 et nos chers amis Larry C. Johnson et le colonel Larry Wilkerson sont de retour parmi nous. Bon retour. Hey there. Well, man, you get the shirt victory today, dude. Salut. Mec, tu remportes la victoire du t-shirt aujourd'hui, mec. Larry, qu'est-ce que tu fais en Russie? J'assiste au 20e anniversaire de RT, Russia Today. Ils fêtent ça. J'ai commencé à apparaître sur Russia Today. Oh là là, il y a environ 10 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit un jour à Brian Stelter de CNN, parce qu'il disait « Oh, tu travailles pour ce porte-voix russe. » Eh bien, je ne travaille pas pour eux. Je ne suis pas payé par eux. Mais j'ai fait remarquer à Brian que ce soit sur CNN, Fox News, MSNBC, CBS, NBC, ABC, je les ai tous faits. Jim Lehrer, NewsHour, CBC, BBC, les seuls qui ne faisaient jamais d'entretien préalable, qui ne voulaient jamais savoir à l'avance ce que j'allais dire, c'était RT et la chaîne iranienne Press TV. Ces deux-là ne font jamais d'entretien préalable. Ils disent « ce que tu vas dire, tu vas le dire ». Et ils ne te disent jamais à l'avance « tu ne peux dire que ceci ». Non, jamais. Donc il faut venir en Russie pour trouver la liberté d'expression. Oui, j'ai commencé avec RT quand ils étaient sur K Street, dans un studio tout en haut. J'ai dû passer par tout un dispositif pour y accéder. L'ascenseur ne me laissait même pas sortir à leur étage. Ils ont dû faire réparer ça. Mais tu as raison, tu as raison. Je trouve qu'Al Jazeera fonctionne à peu près de la même manière aussi. Ils n'ont jamais fait de pré-entretien avec moi. Cela pourrait changer maintenant que leur direction vient de changer. Mais d'après ce que je comprends, cela ne concerne que la partie arabe, pas la partie anglaise. Mon voisin de palier travaille à Al Jazeera, donc j'en parle souvent avec lui, et il m'a dit que les changements du côté arabe ne feraient pas beaucoup de différence pour la version anglaise. Larry, commençons avec toi. Tu es en Russie et tu comprends l'atmosphère, le ton qui y règne. Avant-hier, Donald Trump est intervenu et a parlé d'envoyer des missiles Tomahawk en Ukraine et tu sais, de menacer l'Inde et la Chine. Il a même affirmé que l'Inde lui avait promis de ne pas acheter de pétrole russe. Et hier, il y a eu un appel téléphonique. Vladimir Poutine a appelé Donald Trump. Et voici ce que Trump a dit à propos de l'utilisation des missiles Tomahawk et de leur envoi en Ukraine. J'ai un peu réfléchi, j'ai pas dit grand-chose. Mais j'ai dit, vous savez, nous avons aussi besoin de Tomahawk pour les États-Unis d'Amérique. Nous en avons beaucoup, mais nous en avons besoin. Je veux dire, nous ne pouvons pas épuiser notre propre stock. Ce sont des armes très essentielles, très puissantes, très précises, très efficaces. Mais nous en avons besoin, nous aussi. Le président Poutine a-t-il essayé de vous dissuader de vendre des missiles Tomahawk? Eh bien sûr. Que pensez-vous qu'il allait dire? S'il vous plaît, vendez des Tomahawks. Il n'allait pas dire, s'il vous plaît, vendez ces Tomahawks. Je vous en suis très reconnaissant. J'ai même dit, cela vous dérangerait-il si je donnais quelques milliers de Tomahawks à votre opposition? Je l'ai dit exactement comme ça. Il n'a pas aimé l'idée. Il n'a vraiment pas aimé l'idée. Non, je l'ai dit comme ça. Il faut parfois garder un ton un peu léger. Mais non, il ne veut pas de Tomahawks. Un Tomahawk est une arme redoutable, féroce, offensive, incroyablement destructrice. Personne ne veut qu'on lui tire des Tomahawks dessus. Oui, Larry, vas-y. Je sais de quoi il parle. C'est un mensonge absolu. C'est lunettes de précision, à moins qu'elle soit équipée d'une ogive nucléaire. Andrei Martianov a fait une analyse l'autre jour, soulignant qu'il avait consulté la carte d'une raffinerie, une seule raffinerie, en Russie. Et vous savez, Andrei a de solides bases en mathématiques, grâce à sa formation militaire. Il a calculé qu'il faudrait au minimum une centaine de Tomahawk pour détruire cette raffinerie de pétrole, pour la rendre inopérante. Une centaine. Nous n'en avons pas 100.
Trump, au mieux, s'il parvenait à en rassembler, pourrait en avoir 50. Donc cela ne fera rien d'autre que peut-être irriter les Russes. Et ce que cela fera, s'il les déploie, c'est créer une énorme pression politique en Russie pour que les Russes ripostent et qu'ils ripostent contre les États-Unis, pas seulement contre l'Ukraine, car cela sera perçu comme une autre attaque directe des États-Unis contre la Russie. Donc sur ce point, vous savez, j'en suis certain. Colonel, je ne sais pas quelle est la qualité des discussions que Donald Trump a avec Vladimir Poutine. Mais à chaque fois qu'il y a un appel téléphonique ou une rencontre, il affirme que tout s'est déroulé de manière productive et positive. Puis, quelques jours plus tard, on voit Trump changer complètement de ton et de discours sur les résultats dont il parlait auparavant. Que se passe-t-il avec les États-Unis sous l'administration Trump? C'est toujours la même chose avec lui. Il se vante, il fanfaronne, il dit des choses, puis les rétracte le lendemain. Et ce qu'il dit, même quand il revient dessus, n'a pas vraiment de sens. Revenons un instant au Tomahawk. J'en ai parlé avec des dizaines de personnes. Mais le Tomahawk est une arme d'attaque de précision. Elle est destinée aux bunkers et à des cibles similaires dans sa version conventionnelle. Dans le Pacifique, quand nous l'avons reçu au début des années 80, nous n'en voulions même pas, car notre mission était de distraire les Russes du front occidental, les Soviétiques qui attaquaient, et de les forcer à détourner des forces vers le Kamtchatka, la mer d'Okhotsk, des endroits de ce genre. Et nous savions que le Tomahawk ne ferait pas cela. Alors nous voulions le modèle D, la version à ogive nucléaire. Vesey et Reagan l'ont désapprouvé pour des raisons politiques évidentes. Mais c'est ce que nous voulions pour notre plan de guerre. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Le Tomahawk n'a pas beaucoup changé. Il y a eu quelques améliorations, mais cela reste une arme de précision. Trump en a tiré 52 sur la Syrie, en prévenant les Russes qu'il allait le faire, pour être juste. Mais les dégâts ont été si limités qu'on ne pouvait même pas les détecter sur les photos satellites, sauf en regardant vraiment de près. On n'obtient pas grand-chose avec le Tomahawk, sauf qu'on risque de menacer avec des armes nucléaires, car lorsqu'ils volent vers vous, vous ne savez pas quel type d'ogive ils transportent, et cela est très déstabilisant. Quant à Trump, il rencontre Zelensky, si j'ai bien compris aujourd'hui. Il vient d'avoir sa conversation téléphonique très productive avec Poutine. Qu'est-ce qu'il va dire à Z-Boy? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Va-t-il être dur avec lui? Va-t-il adopter une position modérée? Va-t-il être indulgent? Va-t-il encore lui mentir? Qu'est-ce qu'il va faire? Cet homme ne sait pas négocier. Cet homme du deal, cet homme de l'art du deal, ne sait pas négocier, encore moins connaît-il l'histoire ou la manière de mener une diplomatie décente. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Larry, le problème, semble-t-il, ce sont les Européens. Ce n'est pas Zelensky lui-même, car je ne vois pas Donald Trump se soucier de Zelensky ou de son gouvernement. Le principal problème, c'est la situation européenne. Les Européens poussent d'une manière ou d'une autre à la poursuite du conflit. D'accord. Eh bien, ils n'ont aucune capacité pour le soutenir. Ils n'ont pas de base industrielle et leurs capacités militaires sont très limitées. Rien qui puisse provoquer un véritable changement sur le champ de bataille. Je pense qu'il est important de noter qu'il va y avoir une montée des attentes en Occident quant à ce qui va se passer à Budapest la semaine prochaine. La position de Poutine est très simple. Elle n'est pas compliquée et il ne cédera sur aucun de ces points. Premier point, l'Occident doit reconnaître Kherson, Zaporizhia, Donetsk et Luhansk comme faisant partie intégrante et permanente de la Fédération de Russie, ainsi que la Crimée.
Crimea is now permanently part of Russia. Recognize that. La Crimée fait désormais partie intégrante de la Russie. Il faut le reconnaître. Il faut convenir qu'il n'y aura aucun rôle pour l'OTAN en Ukraine et que les forces de l'OTAN seront retirées d'Ukraine. À l'avenir, ce sont là les deux exigences essentielles. Et la troisième, c'est qu'il doit y avoir des élections en Ukraine, mais pas avec les banderistes, les néo-nazis, au pouvoir. Et si Trump ou l'un de ses conseillers pense que Poutine peut être convaincu de céder sur l'un de ces points, ils se trompent. Ils ne connaissent pas Poutine. Je veux dire franchement, si Poutine faisait ce genre de concessions, il pourrait très bien être renversé. Mais cela n'arrivera pas. Vous savez, Poutine n'est pas le seul décideur, même si c'est ainsi qu'on aime le présenter en Occident. Il bénéficie d'un soutien militaire important au sein de l'état-major. Et il a ensuite des figures comme Lavrov et Ryabkov au ministère des Affaires étrangères. Donc, vous savez, il va réaffirmer, réitérer les exigences de la Russie. Et Trump va soit écouter, soit faire comme il l'a fait en Alaska et ne pas prêter attention. Trump's either going to listen or do what he did in Alaska and not pay attention. Il semble que lors de la dernière réunion, Donald Trump ait tenté de négocier avec Vladimir Poutine, disant qu'il allégerait les sanctions si Poutine acceptait un cessez-le-feu basé sur la ligne de front actuelle entre les deux. Penses-tu que ce sera la même position lors des nouvelles négociations, des nouveaux pourparlers qu'il prévoit? Donald ferait bien de commencer à surveiller ce qui se passe avec ses copains là-bas dans l'UMPSMOPRO. Hier, ils ont adopté, enfin il reste encore à passer une vérification purement formelle avec, je crois que ça s'appelle l'association Ukraine-Ukraine. Une règle qui obligerait essentiellement tous les pays de l'UMPERMON à accepter les céréales et autres produits ukrainiens sans tarif, droit d'importation ni quoi que ce soit d'autre. La Pologne va se coucher là-dessus. Vous plaisantez? C'est dévastateur pour les agriculteurs de l'UMER. Et c'est exactement le genre de choses que fait l'UMER en ce moment pour essayer, vous savez, de renforcer son message du type « Nous sommes contre Moscou et pour l'Ukraine ». C'est catastrophique. Tout est en train de se dégrader à toute vitesse. C'est comme une boule de neige qui dévale la pente. Et Larry a tout à fait raison. Tout ce que Poutine a à faire, c'est de continuer. Il a déjà gagné. Bientôt, Enijan Brace de l'Umartarevis, en distance compemer, et décemment Falmonksfer Tonkomak à la lampe de poche. Larry, le FSB, le directeur du FSB en Russie, si je ne me trompe pas, le service de renseignement russe, a fourni des informations selon lesquelles les Britanniques et les Ukrainiens prévoiraient de saboter le gazoduc Turkish Stream. De quoi s'agit-il? Penses-tu que des personnes avec un tel état d'esprit cherchent réellement à mettre fin au conflit? Je ne vois pas ça se produire dans l'esprit des Européens. Non, ils sont désespérés. Et les gens désespérés font des choses désespérées. L'Europe en ce moment ressemble à un homme qui se noie dans l'océan, se débattant, essayant d'attraper quelque chose pour rester à flot. Mais, vous savez, la Russie a intensifié le rythme des opérations. Il semble que l'année dernière, l'état-major ait voulu plonger toute l'Ukraine dans le noir, mais Poutine aurait dit « non, laissons un peu de temps ». Maintenant, Poutine a donné son feu vert. L'Ukraine a déjà perdu environ 60% de sa capacité à produire de l'électricité et à maintenir le réseau. Je soupçonne que ce chiffre va grimper à environ 80 ou 90% d'ici 4 à 5 semaines. Ensuite, l'Ukraine reviendra à la vie du XVIIIe siècle. Ils vont devoir ressortir les bougies. Tu sais, autre chose, Nima. Je faisais juste le calcul dans ma tête, et je ne suis plus très bon à ça. Mais il a dit quelque chose comme 2000 Tomahawks. Désolé,
La dernière fois que j'ai vérifié l'inventaire, ce n'était même pas aussi élevé pour les États-Unis. Je ne sais pas où il veut en venir. Est-ce qu'il va se tourner vers Raytheon, Lockheed, ou peu importe qui les fabrique maintenant, et leur dire « relancez la chaîne de production et recommencez à en sortir ». Il a déjà essayé ça avec d'autres armements et ils n'ont pas été très coopératifs. Ils adoreraient gagner l'argent, mais ils ne trouvent pas d'endroit dans le pays qui accepte leurs activités annexes pour le faire. Donc ils sont coincés avec les chaînes de production qu'ils ont, qui sont essentiellement à ce qu'on appelle le LRIP, production initiale à faible cadence. Ils en sont arrivés à un point où c'est à peine rentable d'en fabriquer. Alors je ne sais pas d'où ils tirent ces informations, mais ce n'est pas des gens qui disent la vérité. Larry, qui tire les ficelles en Europe, qui est dans les coulisses, qui détient l'influence sur Donald Trump. Je ne pense pas que quiconque en Europe ait la moindre influence sur Trump. Souvenez-vous, c'est Trump qui les a tous fait venir à la cérémonie de signature de Gaza. Il y avait Macron et Starmer. Trump ne se souvenait même pas que Starmer était là, ni que Meloni était là. Ils étaient tous assis là, comme des députés de second rang. J'ai décrit tout ce fiasco qui s'est déroulé à Sharm el-Sheikh. C'était comme organiser un mariage sans la présence des mariés. Il n'y avait ni les Palestiniens, ni les sionistes. Alors comment peut-on avoir une signature d'accord de paix quand le seul à signer est Donald Trump? Et tout le monde a suivi cette mascarade. Les Européens, personne en Europe en ce moment, en particulier les trois grands, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer et même Meloni en Italie, aucun d'entre eux n'a une économie qui croît à plus de 2%. La plupart se situent entre 1,5% et en dessous de 1%. En revanche, les pays des BRICS représentés à cette réunion de Sharm el-Sheikh connaissent une croissance supérieure à 4%. Donc, sur le plan économique, ils s'en sortent bien. Cela montre simplement que les Européens sont désormais totalement et complètement dépendants des États-Unis. Ils ne feront rien pour irriter Trump. Ils ne l'aiment peut-être pas, mais bon sang, ils ont besoin des États-Unis. Sans l'argent américain, ils vont avoir des problèmes. Mais ils ont quelque chose qui pourrait intéresser Donald Trump et son administration. Voici ce qu'a dit Pete Hegseth, Karl, en compagnie du secrétaire général de l'OTAN. Cela fait partie, bien sûr, de Pearl, l'initiative par laquelle les pays européens achètent des armes américaines et les transfèrent à l'OTAN pour le combat en Ukraine, afin d'apporter la paix à ce conflit. Et s'il y a bien une chose que nous avons apprise sous la présidence de Trump, c'est l'application active de la paix par la force. Cette séquence vidéo ne date pas d'il y a 2 ans, ni d'il y a 1 an, ni même d'il y a 6 mois. C'était avant-hier. C'est incroyable que nous laissions nos dirigeants s'en tirer avec des mensonges comme ceux que Hegseth insinue ici. Nous ne parvenons même pas à honorer nos engagements. Certains attendent depuis longtemps qu'ils soient tenus envers Taïwan, ce qui est sans doute une démarche plus importante à long terme que de fournir des armes à l'Ukraine. Nous ne parvenons même pas à tenir nos promesses envers Taïwan. Où le département de la Défense va-t-il trouver les moyens d'activer la base industrielle au point de pouvoir faire ce qu'ils prétendent vouloir faire pour les Européens et en fin de compte pour l'Ukraine? Ils ne le peuvent pas. Alors, que faisons-nous ici? Nous jouons à un jeu de rhétorique. Et c'est un jeu dangereux, car nous ne travaillons pas assidûment en coulisses à un quelconque accord de paix. Tout ce que fait Trump, c'est palabrer. Il palabre d'une manière le lundi, d'une autre le mardi, et il oublie tout le vendredi. Alors, où allons-nous? C'est ma grande question, et cela concerne bien plus que l'Ukraine maintenant.
parce qu'il commence vraiment à sembler que le commandant du Southern Command a démissionné, que Dieu bénisse son âme, ou qu'il va rester jusqu'en décembre, d'après ce que j'ai compris, pour les mêmes raisons qui ont poussé le général Fred Warner à quitter ce même commandement lorsqu'il se préparait à l'opération Just Cause. Eh bien, nous nous préparons à faire quelque chose au Venezuela par la force militaire, et nous le faisons sur la base d'un agent israélien qui vient de remporter le prix Nobel de la paix, ainsi que de sa coterie. C'est incroyable. Laura Loomer occupe une place importante dans le dispositif de renseignement de Trump. Larry, quelle est l'importance du Venezuela pour la Russie? Nous savons qu'il existe un partenariat stratégique entre les deux pays. Et comment percevez-vous le ton des Russes concernant la situation au Venezuela? Eh bien, en réalité, je ne pense pas qu'ils vont le faire. Même s'ils ont signé un accord stratégique et entretiennent des relations amicales avec le Venezuela, je ne vois pas les Russes menacés d'entrer en guerre avec les États-Unis à ce sujet. Mais je pense qu'ils les ont armés et leur ont donné toutes les chances et opportunités possibles de résister. Et je crois que les États-Unis commettent une erreur très calculée en pensant pouvoir les écraser facilement. Je veux dire, hier, Trump a annoncé l'action clandestine dans laquelle la CIA est désormais impliquée pour renverser en fait le régime au Venezuela. C'est comme si, vous savez, il ne comprenait pas le sens du mot clandestin, puisque c'est censé être secret. On n'est pas censé en faire la publicité. C'est censé être classifié, mené en coulisses, de manière à pouvoir nier toute implication. Maintenant, il accepte l'entière responsabilité de tout cela. Et c'est, vous savez, insensé. Nous n'arrivons déjà pas à vaincre les Houthis, et maintenant nous allons nous attaquer à Maduro et au Venezuela. Bonne chance avec ça. Et je dois dire que le Mossad doit adorer cette révélation, car ils essayent de renverser Maduro depuis au moins une décennie. Ouais. Je pense que nous pouvons comprendre le comportement de Donald Trump, car il veut s'en vanter s'il réussit au Venezuela. S'il n'en parle pas, qui va en tirer le mérite? C'était moi. Je vous avais dit que j'allais accomplir quelque chose au Venezuela. Mais, colonel, vous avez mentionné la situation avec l'amiral, le commandant, l'amiral William Halsey. Halsey, ouais. Il a décidé de démissionner. Que se passe-t-il? Est-ce que cela ne le concerne que lui? Ou bien quelque chose de plus vaste se produit-il au sein de l'armée? Eh bien, je pense que les preuves prima facie, du moins, sont à peu près les mêmes que celles qui concernaient Fred Warner à l'époque de Just Cause. Je pense qu'il a deux problèmes avec les ordres qui ont été donnés. C'est une supposition de ma part, mais je crois qu'elle est éclairée. Il a des objections concernant les exécutions extrajudiciaires en haute mer qui ont eu lieu, et il a des réserves à propos des informations qu'il reçoit sur une éventuelle action militaire contre le Venezuela. Ce qui m'inquiète en ce moment, je connais assez bien son adjoint, je ne sais pas comment on les appelle maintenant. Autrefois, on les appelait conseillers politiques. Aujourd'hui, on les appelle diplomates responsables ou quelque chose du genre. Bref, ils ont trouvé un nom pompeux maintenant. Il s'agit d'un haut fonctionnaire de carrière du département d'État, généralement pas tout à fait au niveau d'ambassadeur, qui effectue sa dernière mission en service actif, si l'on peut dire, en tant que conseiller auprès d'un commandant de commandement de combat. Je me demande ce qu'elle dit en ce moment. Je me demande ce que tout l'équipage autour de cet amiral se dit actuellement à propos des ordres illégaux qu'ils ont exécutés jusqu'à présent, et peut-être d'une invasion ou d'une action militaire contre un autre pays qui ne correspond pas vraiment à leur logique. Alors, combien d'autres personnes vont partir, ou à quel point cela va-t-il être perturbant? Je suis un peu perplexe face à sa décision de rester jusqu'en décembre, car je pense que l'action aura probablement lieu avant cette date.
ou du moins quelque chose de visible. C'est donc confus pour le moment. So, je ne sais pas exactement en umbrella. Larry, Zelensky est à Washington et nous avons appris hier, d'après les médias britanniques, il parle de la presse britannique et de Zelensky, que l'Ukraine pourrait décider d'importer du pétrole et du gaz américain et qu'elle pourrait utiliser le pipeline qu'elle possède en Ukraine pour les acheminer vers d'autres pays. Comment peuvent-ils se permettre d'acheter du pétrole et du gaz américain alors que les Européens n'en sont pas capables? Oui, ils vont payer plus cher. Je veux dire, le gaz et le pétrole américains sont plus coûteux. Rien que les frais d'expédition pour les acheminer depuis les États-Unis jusqu'à là-bas les rendent onéreux. Donc oui, cela n'a aucun sens économique. Et encore une fois, Trump s'est livré à beaucoup de prévarications, appelons cela ainsi, un mot élégant pour dire mensonge, en affirmant que l'Inde a promis de ne plus acheter de pétrole russe. C'est faux. En réalité, lorsqu'ils achètent ce pétrole, ils le payent avec leur propre monnaie en passant par la Chine. Donc, vous savez, la monnaie chinoise est en train de devenir une sorte de nouveau pétrodollar en ce moment. Ainsi, traiter avec l'Ukraine sur le gaz et le pétrole rappelle simplement que même les ressources qu'elle possédait. Car souvenez-vous, l'Ukraine était, je crois, classée comme le 5e ou le 6e pays au monde en termes de ressources naturelles avant le début de l'opération militaire spéciale. Une part importante de ces ressources est désormais sous contrôle russe dans la partie orientale du pays. Les États-Unis peuvent donc leur envoyer du gaz et du pétrole, mais ce sera une entreprise coûteuse pour eux. Et c'est encore un autre doigt d'honneur de Trump à la supercherie qu'est le lobby climatique. Car les navires qui transportent le GNL, par exemple, depuis les États-Unis, comptent parmi les plus polluants au monde. Ils rejettent énormément de gaz en traversant l'Atlantique. Non seulement cela coûte plus cher, mais c'est aussi plus polluant. Mais cela ne semble pas les déranger. Ils n'en ont tout simplement rien à faire. Colonel, quelle partie est la plus importante? Je pense que, dans l'esprit des Russes, ils ont essayé, eh bien quelques experts critiquent la Russie pour avoir tenté de dialoguer avec les États-Unis en utilisant, vous savez, l'économie de guerre, en essayant de se rapprocher des États-Unis, de conclure de nouveaux accords pour améliorer les économies des deux pays. Mais pensez-vous que l'économie soit à l'origine de tout ce désordre, ou qu'il y ait quelque chose de plus grand, quelque chose d'idéologique qui se passe aux États-Unis? C'est comme s'ils se fichaient de ce que la Russie peut apporter sur le plan économique, dans l'Arctique et sur toutes ces questions. Ils veulent simplement que la Russie soit affaiblie. Peu leur importe ce que la Russie peut apporter à la table. Carl, toi? Oh, d'accord. Je ne sais pas trop comment répondre à ça, si ce n'est en disant que je pense que nous avons un groupe assez important de personnes, et quand je dis personnes, je parle de celles qui sont sur le terrain, qui détestent la Russie, qui haïssent la Russie, parce que nous avons mené une campagne de propagande plutôt efficace en ce sens. Et puis nous avons certaines personnes au Congrès qui, pour une raison ou une autre, Lindsey Graham vient immédiatement à l'esprit, détestent la Russie, la déteste absolument et estime qu'elle devrait être anéantie ou au minimum réduite à un statut de subordination. Et puis il y a des gens comme Trump qui s'en fichent complètement, en réalité. Ils ne sont là que pour l'argent. Je crois de plus en plus que Donald Trump et son entourage, Jared Kushner en particulier, sont impliqués dans ce qu'ils font, que ce soit un coup d'État, un régime totalitaire, peu importe, pour l'argent. L'argent est leur élixir. L'argent est ce pourquoi ils vivent,
ce pourquoi ils respirent. Et j'ai vu il y a 2 jours l'argent que Donald Trump a gagné grâce à la présidence, à la fois pendant son premier mandat et jusqu'à présent dans le second. C'est astronomique. L'argent qu'il gagne et l'argent que cet argent va encore générer à l'avenir. À en perdre la tête. Cet homme est fou. Si l'art de la négociation, c'est l'argent, alors il est l'incarnation même de l'homme de l'argent. Et toute son administration, c'est ça. L'argent, 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 l'argent. Maintenant, les gens derrière eux, comme le type de l'OMB, qui est l'architecte du projet 2025, et des personnes comme Stephen Miller et Laura Loomer, c'est un tout autre jeu. Et les milliardaires qui les soutiennent, comme Peter Thiel derrière J.D. Vance, c'est un tout autre jeu. Mais Trump ne se soucie même pas de ce jeu-là. Ce qu'il fait pour eux est accessoire, c'est fortuit, et ils aiment ça. C'est pour cela qu'ils le soutiennent. Mais c'est là le danger qui plane sur le pays. Les gens derrière lui, pas lui en tant que tel. L'argent est son objectif par excellence. Regardez Kushner, revenez en arrière et écoutez les propos de Kushner devant les personnes présentes. Comprenez que c'est l'expression même du programme de Donald Trump. L'argent. L'argent. Et il traitera n'importe qui dans le monde d'anges, et il traitera n'importe quel ange de démon pour gagner de l'argent. Point final. Voilà la motivation de Donald Trump. L'argent. Ouais. Larry, ton avis là-dessus? L'idéologie de ces personnes qui sont, tu sais, les principaux décideurs aux États-Unis, ou la volonté de Donald Trump de conclure un accord qui pourrait, d'une certaine manière, profiter à l'économie américaine par le biais de l'économie russe. Qu'en penses-tu? No, they're not even thinking about that. Look, Non, ils ne pensent même pas à ça. Écoutez, la Russie possède effectivement certaines ressources essentielles dont les États-Unis ont besoin. Et tant que la Russie et la Chine continueront à coopérer sur le plan économique, elles peuvent infliger de sérieux dommages à l'économie américaine. Trump a engagé un bras de fer à la fois économique et financier, en particulier avec la Chine, mais aussi avec la Russie. Vous savez, la Russie et la Chine, nous avons vu Trump affirmer l'autre jour que des pays quittaient les BRICS. C'est faux. C'est exactement le contraire. Ce que Trump et ses actions font, c'est démontrer pourquoi les BRICS sont nécessaires et pourquoi ces pays veulent continuer à y participer. Parce qu'ils ne se laisseront plus intimider par les États-Unis. Ils ne seront plus pris en otage par le dollar américain. Et vous savez, c'est Trump qui cligne des yeux maintenant. Quand il lance ce genre de choses, il bluffe avec des menaces. Mais quand il faut passer à l'action ou se taire, il se tait. Il s'en va et poursuit un autre mensonge ou une autre affirmation scandaleuse. Donc Trump n'a pas tenu sa promesse de mettre l'Amérique en premier. Il s'est plutôt livré à une manœuvre en plaçant Israël en premier. Les États-Unis passent au second plan. C'est secondaire. Et tant que cela ne changera pas, et la seule façon dont je pense que cela changera, c'est si Trump subit de lourdes défaites politiques à venir. Et peut-être que les démocrates le comprennent. Bien sûr, ils n'ont pas non plus fait preuve d'une plus grande intelligence de leur côté. Ils semblent aussi autodestructeurs que Trump. Oui, Donald Trump a publié un message sur Truth Social. Il a dit « Si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza, ce qui n'était pas prévu dans l'accord, nous n'aurons pas d'autre choix que d'y aller et de les tuer. » Il a dit « nous ». Mais quand on lui a demandé « qui est ce nous ?», voici comment il a répondu. Que si elle continuait à tuer des gens à Gaza, nous n'aurions pas d'autre choix que d'y aller et de les tuer. Donc, voulez-vous dire que les forces américaines interviendraient et prendraient le contrôle? Non, je n'ai pas dit qui entrerait, mais quelqu'un le fera. Ce ne sera pas nous. Nous n'aurons pas à le faire. Il y a des gens tout près, tout proches, qui entreront.
Ils feront le nécessaire très facilement, mais sous nos auspices. Pitas. Qu'est-ce que c'est que ça, le Hamas qui tue des gens? C'est une préparation à la guerre prolongée qui est inévitablement en train d'arriver. Et la personne dont il parle va le faire pour lui. Êtes-vous prêts pour cela? Ils n'ont pas respecté une seule heure de ce cessez-le-feu jusqu'à l'instant où je vous parle. Et je prédis au-delà de cela qu'ils n'ont pas tenu une seule heure sans tuer un Palestinien ou commettre un acte inique en violation du cessez-le-feu tel que je le comprends. En même temps, ils donnent l'impression que le Hamas, chaque jour, viole le cessez-le-feu, que ce soit par leur incapacité à restituer des otages ensevelis sous une centaine de mètres de décombres qu'ils ont eux-mêmes créés, ou par le fait qu'ils tuent des personnes qui tentent de préserver le cessez-le-feu et d'éliminer le Hamas, ce que les FDI n'ont pas réussi à faire. Et les FDI soutiennent ces gens. C'est un cauchemar pour quiconque essaye de comprendre ce qui se passe dans la région la plus critique. Et par là, je veux dire la ville de Gaza et les points situés plus au sud. Pendant ce temps, ils essayent de nourrir la population et ils s'en sortent plutôt bien parce que, d'après ce que j'ai compris, ils ont complètement suspendu la GHF, la Fondation humanitaire de Gaza, et laissent venir des personnes qui savent comment s'y prendre pour gérer la situation. Ainsi, les gens reçoivent effectivement de la nourriture, un peu d'eau, et cela remonte légèrement le moral. Mais Bibi Netanyahou n'a absolument aucune intention de respecter ce cessez-le-feu. Il n'a jamais respecté un cessez-le-feu de sa vie. Et donc nous attendons simplement que cela reprenne, et nous attendons les excuses. Si vous lisez même Haaretz, si vous lisez leur journal, vous voyez l'exaltation autour du retour des otages, les dynamiques politiques qui évoluent à cause de cela, devenant plus favorables à Ben Gvir, Smotrich, Netanyahou et aux autres acolytes. Et quand on comprend ce qui se passe au sein de la population israélienne, qui n'a jamais, dans sa majorité, abandonné cette politique cruelle de génocide, on voit alors que tout cela fonctionne pour Bibi en ce moment, à court terme. Concrètement, cela lui profite, et il ne va pas y renoncer. Finalement, il ira en guerre contre l'Iran. Cela a peut-être changé en termes de calcul du calendrier. Je comprends que le nouveau commandant flagorneur du commandement central, je dis nouveau, c'est-à-dire qu'il a remplacé Cyrilo, mais il n'est pas meilleur, a formulé certaines recommandations concernant le calendrier et ce qu'ils vont réellement commencer à faire contre l'Iran. Mais malgré tout, cela va se produire. Peut-être un peu plus tard que ce que j'avais initialement prévu, mais cela va se produire. Et Bibi va obtenir ce qu'il veut, un changement de régime en Iran, selon son calcul. Mais plus important encore pour Bibi, cet approfondissement et cette extension de la guerre en la maintenant brûlante à Gaza et même en Cisjordanie vont lui assurer sa survie. Et c'est son seul objectif en ce moment, survivre. Larry, nous savons grâce à des sources russes et iraniennes que l'Iran a reçu la dernière version du MiG-29 ainsi que le premier lot de Su-35 en provenance de Russie. Il semble que l'Iran soit prêt. L'Iran sait qu'il va être attaqué. À ton avis, dans combien de temps vont-ils attaquer l'Iran? Eh bien, hier, ici, dans l'hôtel où je séjourne, j'ai vu Al-Jalani et Al-Shara. Ils étaient ici à Moscou pour rencontrer le président Poutine, lui demandant aux Russes de rester. Tu te souviens, en octobre dernier, quand Bachar al-Assad est tombé il y a un an, il y a eu toutes ces célébrations. Mec, c'est une gifle pour la Russie. La Russie est chassée de Syrie. Hourra, l'Occident! Al-Shara, même s'il a été mis au pouvoir par l'Occident, a dit que Poutine leur avait dit « Hey, restez dans le coin et pourriez-vous nous aider à faire partir les Israéliens du sud de la Syrie ?» Donc voilà, c'est le premier point. So you got that, number one. Ali Larijani,
showed up yesterday as well. Ali Larijani s'est également présenté hier pour des réunions avec Poutine. Les Iraniens consultent donc la Russie, et la Russie, j'en suis sûr, partage des renseignements sur les plans des États-Unis et d'Israël concernant le lancement de nouvelles attaques. Ainsi, cette fois-ci, l'Iran ne sera pas pris au dépourvu. Ils seront prêts et préparés. Et sur ce, mon ami, je dois y aller. Désolé de te laisser si tôt. Merci. Merci, Larry. Je te laisse entre les mains très compétentes et avisées du colonel Wilkerson. Ouais, das Vidania. D'accord, au revoir. Juste pour réaffirmer ce que disait Larry, je comprends que nous avons effectivement eu une conversation d'armée à armée. Les FDI et l'armée américaine sont désormais très proches, comme les lèvres et les dents, comme l'a dit Miles. Surtout ce duo, Cirillo et maintenant Baker, je crois, les nouveaux commandants du Central Command. Et ils brûlent d'envie de tenter quelque chose contre l'Iran, les États-Unis, autant que les Israéliens. Je pense cependant que nous devons examiner cela de très près, car j'ai déjà travaillé avec des pays, comme tu le suggérais, qui reçoivent des chasseurs de pointe, du matériel dernier cri, des équipes d'entraînement et du soutien. En fait, j'ai été quelque peu impliqué avec les F-14 Tomcat qui sont allés en Iran il y a bien longtemps, vous savez. Ce n'est pas la chose la plus facile au monde à faire, piloter ces avions de manière indigène, c'est-à-dire des Iraniens natifs qui les pilotent. Il faut environ 1 an avant de vraiment être capable de décoller et de se mesurer à quelqu'un d'assez compétent. Et je dois l'admettre, en ce qui concerne l'armée de l'air, je n'ai absolument aucun respect pour eux, bombardant des civils sans pitié. Mais ils sont bons, très bons. Beaucoup d'entre eux sont passés par notre école Top Gun, et beaucoup d'entre eux en dictent les politiques. Donc c'est pas vraiment une comparaison de qualité, à moins que les Russes ne les pilotent. Maintenant, si ce sont les Russes qui les pilotent, disons 2 ou 3 par escadron, ou peu importe, alors c'est une toute autre affaire, parce qu'ils sont bons, très bons, aussi bons que nous, voire meilleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une amélioration majeure, à moins que ça ne dure un certain temps. Cependant, les autres choses que la Russie leur a fournies, comme les radars de défense aérienne, les missiles de défense aérienne, et ainsi de suite, sont assez redoutables. Et Israël devra y réfléchir sérieusement, et ils le font déjà, d'après leur expérience passée, avant de faire voler leurs avions à l'intérieur de ces zones de défense aérienne. Donc c'est une toute autre affaire. Mais je pense tout de même que ce sera une lutte assez difficile. Je ne sais pas si tu as vu, l'Iran finira par l'emporter. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je ne sais pas si tu as vu les révélations qui sont sorties au cours des dernières 72 heures environ à propos du site 81 en Israël. Le site 81 est probablement à côté du 8200, peut-être même plus que le 8200. C'est vraiment le centre du renseignement et des capacités de combat israéliennes. Il se trouvait, je crois, sous le complexe d'appartements Da Vinci. Les Israéliens utilisent leurs civils pour dissimuler leur position et pour encaisser les coups quand ils viennent. C'est inadmissible, mais c'est ce qu'ils font. Et ils soutiennent qu'ils n'ont pas beaucoup de terre. Eh bien, vous avez plus de terre que cela. Mais enfin, ils savent où c'est. Ils l'ont déjà frappé auparavant, et cette fois ils le frapperont avec des missiles à hypervélocité, ce que j'appellerais des missiles pénétrants, et ils le détruiront. Maintenant, je ne sais pas si Israël a la capacité, comme les Iraniens l'ont fait avec leurs installations nucléaires, de le déplacer très rapidement, parce que le Mossad sait qu'ils ont été découverts. Mais c'est le premier endroit que je viserais si j'étais l'Iran. Je l'éliminerais. Bien sûr, cela entraînerait beaucoup de victimes civiles. Mais je veux dire, vous savez, le vainqueur rafle tout dans cette prochaine guerre. Donc l'Iran a de vraies raisons
de vouloir détruire Israël, le détruire complètement. Larry, dans le cas de l'Iran, quel serait l'intérêt pour l'administration Trump d'attaquer l'Iran? Parce qu'après tout, il faut y réfléchir. Quel en serait le résultat pour eux? Je pense que la réponse à cette question, Nima, se trouve dans le comportement récent de Trump envers Myriam Adelson et dans la question qu'il lui a posée sur le ton de la plaisanterie, mais qui n'en était pas vraiment une. Je crois que Trump exprimait en réalité une partie de son antipathie envers Myriam, tout en faisant ce qu'il devait faire politiquement à son égard, la louer et ainsi de suite, et en lui demandant à quel pays elle était la plus loyale. Or, Sheldon, son mari, n'aurait eu aucun mal à répondre à cette question. Il aurait dit « l'Amérique, l'Amérique ». Et il voulait pas dire Israël, mais bien l'Amérique, c'est ce qu'il aurait dit. Mais elle a dû y réfléchir. Eh bien, cela résume un peu toute la situation. Trump n'aura pas le choix. Il n'aura pas d'autre choix que d'intervenir pour sauver Israël. Et Netanyahou le sait. Et ensuite, comme je l'ai déjà dit, il ne sauvera pas tant Israël qu'il ne détruira l'Empire. Penses-tu qu'Israël ait fait quelque chose, tu sais, en matière de capacité de défense ou d'attaque, qu'ils aient fait quelque chose de différent, quelque chose d'unique, pour s'en prendre à l'Iran, pour déclencher une nouvelle guerre avec l'Iran? Ou bien sont-ils à peu près dans la même situation? Je ne pense pas qu'ils soient au même endroit. L'une des forces d'Israël, c'est qu'il n'est jamais deux fois au même endroit. Mais je pense qu'ils sont probablement victimes de leur propre arrogance et de leur dépendance véritablement existentielle envers les États-Unis. Et nous sommes coupables de leur avoir donné ce sentiment parce que nous sommes tellement proches d'eux, comme les lèvres et les dents, comme je l'ai dit. Les deux commandants du Central Command que nous avons eus, Cirillo et ce nouveau qui n'est plus si nouveau maintenant, en sont des exemples parfaits. Ils sont vendus à Israël et vendus à leur propre désir de gloire et de fortune. Je ne peux pas le dire autrement, être ceux qui auront enfin renversé le régime iranien. Je veux dire, après tout, c'est pour Lindsey Graham, John Bolton et des gens de ce genre. C'est une lutte qui dure depuis un demi-siècle. Nous essayons de faire tomber le régime iranien depuis des années, depuis la crise des otages. Et beaucoup de ces personnes sont psychologiquement enfermées dans cette histoire. Lindsey Graham, par exemple, a en permanence un goût d'amertume à cause des Iraniens, à cause des otages et des dommages qu'ils ont causés à l'Empire et à son image. Il ne se reposera pas avant d'être dans sa tombe ou avant que le régime iranien ne soit renversé. Et il y a d'autres Américains comme lui. Certains d'entre eux font même partie du gouvernement Trump. Je pense que Hegseth est comme ça aussi. Je ne lui accorde aucun crédit pour quoi que ce soit de vraiment solide sur la durée. C'est essentiellement un flagorneur. Mais si je dois définir sa position sur l'Iran, c'est le changement de régime. Et tu serais surpris de voir combien de membres du Parti démocrate pensent la même chose. Joe Biden était comme ça. Donc tu sais, tout peut arriver quant à ce que nous allons faire, mais je parierais que nous allons nous engager à fond aux côtés d'Israël. Et comme je l'ai dit, cela va nous déstabiliser, parce que ça ne fonctionnera pas à moins que nous mettions des troupes au sol, et déployer des troupes au sol finira par être un désastre. En regardant Israël aujourd'hui, Karl, nous savons, d'après ce qui se passe, quand je vois les médias iraniens, je vois la façon dont leurs responsables parlent de la guerre avec Israël. Ils savent quelle serait leur réaction. Mais comparer l'Iran à Israël est d'une certaine manière inimaginable pour moi, parce qu'Israël est juste un petit, vous savez, pays.
Comment peut-on imaginer que ce pays puisse s'opposer à l'Iran, alors que le niveau de destruction qu'il pourrait infliger à Israël ferait littéralement s'effondrer l'économie israélienne? Je veux dire, on parle vraiment de... Je pense que maintenant, si les chiffres que j'ai sont corrects, et je crois qu'ils le sont, nous parlons d'environ 5,5 millions d'Israéliens juifs, car environ 1,5 million sont partis. Nous parlons d'environ 7,2 ou 7,3 millions de citoyens non israéliens vivant en Israël, qui sont simplement là, attendant de voir ce qui va se passer. La plupart d'entre eux sont des Arabes, des chrétiens ou d'autres groupes. Je pense cependant que ce que nous avons là, c'est un pays de 370 millions de personnes, car il faut y ajouter les 350 millions d'Américains. Et tant que la situation restera ainsi, ils seront très audacieux, très capables, et, avec Netanyahou en particulier, très désireux de terminer la partie, pour ainsi dire. Et ils ne la terminent pas. Et l'Amérique, dans ses cercles néoconservateurs, pense la même chose, jusqu'à ce qu'il y ait un changement de régime en Iran. Après tout, nous avons une législation au Congrès, adoptée par une majorité assez importante, visant à renverser le régime iranien. Elle ne précise pas comment, mais elle vise à renverser le régime en Iran. C'est donc cela qui donne tant de pouvoir à Israël. On ne peut pas le voir autrement que de dire que le pouvoir ne réside pas dans la capacité d'Israël à se défendre. C'est ce dont il se vante toujours. Il ne réside pas non plus dans le talent des scientifiques israéliens à construire de grandes armes. C'est ce dont il se vante toujours auprès du monde pour vendre davantage d'armes. La véritable raison, c'est ceux qui les soutiennent. C'est cela qui leur donne leur stature. C'est cela qui donne à ce petit pays insignifiant une si grande voix. Donald Trump a demandé au président d'Israël de gracier Netanyahou. Penses-tu que c'était parce que, si cela se produisait, et qu'il décidait de gracier Netanyahou, cela aiderait la position de Trump? D'une certaine manière, ça pourrait éviter une guerre entre l'Iran et Israël. La première chose à laquelle j'ai pensé quand je l'ai entendu dire ça, c'est la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'est que ce type a de la jugeote, parce qu'il dit « gracie-le » pour qu'il n'ait pas cette excuse particulière pour faire la guerre à l'Iran et m'y entraîner aussi. Je pense qu'il communiquait réellement cela à Bibi, mais Bibi n'écoute pas. Bibi n'en a rien à faire de Donald Trump en réalité. En fait, à vrai dire, je pense que Bibi déteste Donald Trump. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Tu sais, la raison pour laquelle il n'est pas venu à la conférence, il a donné cette excuse à propos d'une fête juive et tout ça, c'est que il ne voulait pas paraître aux yeux de ses anciens amis de la région, s'il en a encore, comme s'il rampait ou se montrait soumis à Donald Trump. Donc il n'allait pas y aller et il n'allait pas être présent. C'était tellement évident que ça en faisait mal à voir. Et Donald Trump acceptant cette excuse, si j'avais été président, j'aurais dit « t'y vas, je me fiche de ta fête, tu y vas ». Mais tu sais, Trump ne va pas faire ça. Le Jerusalem Post a écrit un article affirmant que l'amitié de Trump laisse à Israël peu de marge de manœuvre pour agir selon ses besoins. Il semble qu'il préfère qu'il y ait une certaine division aux États-Unis. Vous savez, ils apprécient ce genre d'équilibre, alterné entre démocrates et républicains, et d'une certaine manière, l'unité qu'ils observent aux États-Unis, principalement issue du même parti, le Parti républicain, rend la situation plus difficile pour Israël lorsqu'il s'agit de négocier ou de manipuler la situation aux États-Unis. Est-ce bien le cas? Oui, je pense que tu as raison. Et je pense qu'ils deviennent aussi, je ne dirais pas désespérés, mais ils deviennent très peu israéliens, dans leur confiance en leurs propres efforts
pour faire de la propagande aux États-Unis. Et je dois dire que l'assassinat de Charlie Kirk et tout ce qui se passe autour de cet assassinat par la suite a causé des dommages irréparables aux relations d'Israël avec l'Amérique. Partout, si tu as vu les sondages, républicains, démocrates, indépendants, tous. Les démocrates sont plus marqués que les autres, mais malgré tout, les pourcentages combinés dépassent les 60% de personnes qui pensent désormais que la relation entre les États-Unis et Israël nuit aux États-Unis, qu'elle leur est préjudiciable. Et cela ne fera qu'augmenter, peu importe combien d'argent ils dépensent, peu importe combien de nos impôts ils renvoient pour nous faire de la propagande. Cela va continuer à croître, peut-être un peu plus lentement que cela ne l'aurait fait autrement. Mais malgré tout, ils ne vont pas pouvoir endiguer cette vague. Ils deviennent donc un peu désespérés. Et quand on devient désespéré, on commence à se fissurer un peu. Ils ont déjà des fractures dans leur coalition, avec Ben Gvir et Smotrich d'un côté, Netanyahou essayant de rester quelque part au centre, et quelques personnes qui aimeraient voir Netanyahou partir, mais qui continueraient simplement ce qu'il fait déjà, de manière plus discrète. C'est donc une situation difficile à analyser quant à la direction qu'Israël prendra s'ils perdent Netanyahou. Je pense que c'est une question que tout le monde dans les milieux diplomatiques et sécuritaires américains devrait se poser. Où Israël va-t-il aller? Disons simplement ceci. Et s'il était assassiné demain matin, pas qu'il le sera, il a plus de sécurité qu'on ne peut l'imaginer. Mais disons hypothétiquement qu'il ait une crise cardiaque ou quelque chose de ce genre. Où irait Israël dans ces circonstances? Je ne peux pas répondre à cette question. Mon inclination serait de dire que ce serait la même chose, simplement à feu plus doux. Ce serait exactement la même chose. Ils continueraient à tuer les Gazaouis aussi vite qu'ils le peuvent, et ils commenceraient ce qu'ils ont déjà entrepris. Mais très prudemment, car les décombres sont si profonds que l'installation sera extrêmement dangereuse. Ils ont déjà des gens qui se déplacent vers le nord de Gaza et commencent à déblayer les ruines pour des implantations. On m'a dit hier que Smotrich, et surtout un autre type, son nom m'échappe en ce moment, mais c'est lui qui est un peu responsable sur le terrain, ont en gros levé les bras au ciel en disant « Mec, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. On a des pelles, des pioches et des bulldozers, mais il va falloir des équipes de construction professionnelles. Vous avez tout réduit en gravat. » Donc ils ont un peu ralenti le rythme, mais c'est toujours dans les cartons. C'est toujours dans les cartons. Ils veulent, lentement mais inexorablement, coloniser ou s'installer et expulser les Palestiniens restants de toute la bande de Gaza, en commençant par le nord. Je ne sais pas où cela va mener, mais je ne pense pas que ce serait différent avec un nouveau gouvernement si Netanyahou disparaissait soudainement, sauf peut-être plus lentement et de manière plus méthodique, plutôt que d'une brutalité aussi écrasante. Je crois vraiment que dans le cas de Gaza, le tsunami n'est pas derrière nous. Il arrive. Lorsqu'ils iront là-bas et commenceront à déblayer les décombres, à enlever ces bâtiments détruits, ils vont découvrir beaucoup de choses. Nima, je pense qu'ils vont tout recouvrir. Je pense qu'ils vont tout recouvrir. Je pense qu'ils vont ensevelir 100 000 femmes et enfants palestiniens et quelques hommes sous les décombres. C'est ce que je pense qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont lever les bras et affirmer, à nous, à l'ONU et à d'autres, qu'il n'y a pas d'autre moyen de procéder. Et peut-être qu'ils iront chercher les otages jusqu'à ce qu'ils aient épuisé toutes les possibilités. Mais à part cela, je pense qu'ils vont laisser ces gens-là dessous et qu'ils diront qu'il ne reste plus personne, parce que le ministère de la Santé a indiqué que c'était le nombre de victimes, et ces victimes sont à peu près comptabilisées. Ils ne chercheront pas les 100 000, ils vont simplement tout recouvrir. Ce sera leur tombe.
that's going to be their grave. Ce serait horrible, horrible. 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 How do you No say one that? would know. Comment dis-tu cela en portugais? What? Horrible. Horrible. Quoi? Horrible, horrible. Wow. Larry, nous savons qu'aux États-Unis, je ne sais pas si tu as vu ça, le représentant américain Seth Moulton, un démocrate, a déclaré qu'il allait rendre les dons provenant du lobby israélien, l'AIPAC. Il a également dit qu'il n'accepterait plus leur soutien. Penses-tu que le Parti démocrate, car nous savons que l'AIPAC se moque que tu sois républicain ou démocrate, ils t'aideront si tu soutiens leur cause, leur idéologie pro-israélienne? Penses-tu que cette vague de personnes décidant de ne plus accepter le soutien de l'AIPAC, le lobby israélien, va se propager aux États-Unis? Is that going to spread within the United States? I hope so, but I see that bringing. Je l'espère, mais je les vois sortir les grosses armes de l'AIPAC et énormément d'argent. Il y a plein de milliardaires prêts à leur donner l'argent nécessaire pour acheter ces candidats. En fin de compte, ou à défaut, et je pense qu'ils échoueront avec Seth, je connais un peu Seth, c'est, je dirais, un individu rare au Congrès des États-Unis. J'ai un peu perdu foi en lui parce qu'il n'a pas fait tout ce que je pensais qu'il ferait, mais malgré tout, je pense qu'il a un bon cœur éthique. Ils s'en prendront à ces personnes, financeront leurs adversaires au maximum et utiliseront leurs techniques habituelles pour les vaincre. Et il reste à voir qui réussira. Mais je pense que la dynamique s'intensifie dans les deux partis politiques. Fait étrange, je crois qu'elle progresse le plus rapidement au sein du Parti républicain, défiant l'AIPAC comme Tom Massey l'a toujours fait depuis le Kentucky. Et cela pourrait marquer la fin de l'influence d'Israël, si c'est vrai. Cela pourrait prendre un certain temps, mais cela pourrait aussi se produire en un éclair lors des élections de mi-mandat. Si les bons candidats sont en place, nous pourrions assister à un vaste renouvellement de personnes qui ne se soucient pas le moins du monde d'Israël et qui, en fait, pourraient même y être opposés. L'une des principales préoccupations, Larry, en Iran, en Russie, et je la vois croître en Chine et peut-être en Inde, est la suivante. Qui dirige les États-Unis? Parce que Donald Trump a déclaré hier que l'Inde lui avait promis de ne pas acheter de pétrole russe, ce qui a ensuite été démenti par le gouvernement indien, affirmant « Nous n'avons pas fait cela ». Il n'y a eu aucun appel téléphonique entre Modi et Donald Trump auquel il fait référence. Et l'autre point concerne le débat qu'il entretient sur les BRICS, l'avenir des BRICS et la réalité des BRICS. Voici ce qu'il a dit. J'ai dit à tout le monde, si vous voulez faire partie des BRICS, très bien, mais nous allons imposer des tarifs à votre pays. Tout le monde s'est retiré. Ils quittent tous les BRICS. Les BRICS, c'était une attaque contre le dollar. Et j'ai dit, si vous voulez jouer à ce jeu-là, je vais imposer des tarifs sur tous vos produits entrant aux États-Unis. Ils ont répondu, comme je l'ai dit, nous quittons les BRICS. Et les BRICS maintenant, on n'en parle même plus. Est-ce vraiment sa compréhension des BRICS? Il ment effrontément. Ils sont assez solides à 11. Ils en ont 6 en attente et 5 derrière ces 6. Donc on parle d'un potentiel d'une trentaine de pays. Maintenant, je n'ai aucun doute que les États-Unis pourraient mobiliser leur pouvoir de sanction restant, voici le mot-clé, résiduel, parce qu'il n'est plus ce qu'il était. Demandez à n'importe qui à l'OFAC qui vous dira la vérité, et ils vous diront que ce n'est plus ce que c'était. Cela pourrait nuire à quelques-uns de ces pays, et peut-être les amener, au moins temporairement, à se rétracter et à ne pas poursuivre formellement leur adhésion aux BRICS. Mais ils font très attention, la direction fait très attention à qui elle accueille, parce qu'ils ne veulent pas, vous savez, de pays éphémères ou peu fiables.
Ils veulent des personnes qui s'y engagent réellement. L'Inde, pendant longtemps, vous savez, le I dans BRICS, a souvent été indécise quant à son statut de membre officiellement reconnu, tout comme quelques autres pays. Le Brésil a probablement été le plus fidèle. Même sous Bolsonaro, il est resté le plus ferme à ne pas s'en éloigner. Et je pense, je ne sais pas, je ne me souviens plus exactement de la position de Bolsonaro à ce sujet, mais je crois qu'il y avait, comme dans des pays tels que l'Indonésie, une certaine inquiétude quant à ce que cela signifie de s'éloigner des États-Unis, bien sûr, mais aussi quant à ce que cela implique d'être allié, pour ainsi dire, avec certains de ces autres pays. Et parmi les autres pays qui me viennent à l'esprit, il y a la Chine, car les émotions sont partagées dans le monde en développement. Globalement, je trouve que c'est positif, mais il m'arrive parfois de tomber sur des récits négatifs qui sont tellement exploités par notre propagande qu'ils nuisent à l'image de la Chine, notamment avec cette initiative des nouvelles routes de la soie ou autres. C'est donc une bataille sur le terrain pour l'influence mondiale. Mais nous perdons. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nous perdons. Et il ment effrontément. L'élan actuel dans le monde s'éloignait de l'Empire. Faites tout ce que vous pouvez pour vous protéger pendant votre retraite et comprenez que vous allez probablement être durement touché si vous devenez trop visible dans cette retraite. Faites ce que vous pouvez pour éviter d'être trop gravement blessé. Mais malgré tout, ils battent en retraite. Et il n'y a pas de meilleur exemple de cela. Et j'aimerais être à une conférence de presse avec Donald Trump pour lui poser la question que le fait que le pétrole qui coule maintenant si abondamment en Asie centrale, à travers le continent asiatique en général, et particulièrement de la Russie vers la Chine, est un sujet de réflexion pour l'avenir. On ne planifie pas des oléoducs à plusieurs milliards de dollars, à moins d'être vraiment sérieux. Parce que cela commence avec beaucoup d'argent versé d'avance, libellé en yuan. Tôt ou tard, Riyad va regarder autour de lui et dire, et l'OPEP va dire, écoutez, nous avons libellé le marché du pétrole en dollars depuis très longtemps, depuis avant la Seconde Guerre mondiale. D'abord la livre, puis le dollar. Il est temps de changer, et ils vont changer. Du jour au lendemain, les États-Unis vont se retrouver complètement à la traîne, et pas qu'un peu. C'est à ce moment-là que la domination américaine sur le monde, financièrement, économiquement, et en matière de SWIFT et d'autres dispositifs similaires, va se déliter et s'effondrer. Et cela ne prendra pas des semaines, ce sera presque instantané. Nous nous réveillerons un matin et nous serons véritablement ruinés. Y a-t-il une marge de négociation ou de diplomatie avec l'administration Trump? Ou doivent-ils, vous savez, pousser des pays comme la Russie, la Chine et l'Iran à réagir, puis se rendre compte? Non, ils vont réagir. Alors parlons avec eux. Qu'est-ce que c'est, Larry? Quelle est, vous savez, la place de la diplomatie dans l'Amérique d'aujourd'hui sous l'administration Trump? Eh bien, on pourrait dire que c'est une manifestation à l'échelle mondiale du livre de Trump, qu'il n'a d'ailleurs pas vraiment écrit, The Art of the Deal. Vous savez, cette idée selon laquelle on établit une position de force écrasante avant même d'entamer la discussion, puis on utilise cette position pour harceler son adversaire jusqu'à ce qu'il abandonne, qu'elle abandonne, et qu'il ou elle accepte votre position, ou un compromis avec votre position que vous pouvez accepter. Bien que Trump, à mon avis, ne sache même pas comment définir le mot compromis. C'est ainsi que nous avons procédé. On appelle cela de l'intimidation. Vous savez, on appelle cela être le plus grand tyran du monde. C'est Trump, c'est Donald Trump. Il intimide par les mots, il intimide par les actes, il intimide sur le plan intérieur, il intimide sur le plan international. Et cela va cesser de fonctionner. Et cela va cesser de fonctionner avant que son mandat n'avance beaucoup plus.
Et c'est à ce moment-là que je suis vraiment inquiet. C'est à ce moment-là que je m'inquiète de ce dont ils ont parlé à Quantico. Utiliser l'armée pour attaquer leurs adversaires politiques, coordonner avec l'ICE et ses actions inappropriées envers les civils, créer une insurrection qu'ils pourront ensuite qualifier d'insurrection, invoquer la loi sur l'insurrection et utiliser l'armée pour prendre le contrôle du pays. Les seules choses qui s'y opposeront seront d'abord l'armée elle-même, puis le peuple américain. C'est un point de rupture que nous ne devrions vraiment pas vouloir atteindre, mais je crains que nous n'y soyons contraints. Et cela coïncidera avec la disparition des États-Unis de la scène mondiale en tant que grande puissance économique et financière. Cela pourrait donc être 1929, 30, 30, 32 à nouveau, mais sous stéroïdes, avec un leadership absolument déplorable. Voilà le scénario de la destruction de l'Empire. Et ça, je dois y aller. Oui, merci beaucoup, Kamal. Great pleasure as always. Toujours un grand plaisir de vous avoir parmi nous, ravi d'être avec vous, et toujours heureux d'être avec votre équipe à Moscou. Prenez soin de vous, à bientôt, au revoir. Bye-bye. Toi,